Bonjour à toutes et tous, salut Sergio, salut Julo, salut Jérém, salut le petit Luc, salut Gouspi, salut Julo, je l'ai déjà dit, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut les nouvelles têtes, salut les fidèles, salut les futurs fidèles. Dans le studio, il y a toujours avec moi toute l'équipe, Mathis, alors Mathis qui n'est pas tout à fait là mais qui va arriver tout à l'heure, qui va surveiller l'heure, Cyril à la réal à ma droite, on est ensemble pour 2 bonnes heures, comme tous les mercredis, au programme de ces 2 heures. De midi à 13h, on parle de l'élection présidentielle en Russie, une sorte de plébiscite pour la forme, qui devrait reconduire sans trop de problèmes Vladimir Poutine pour 6 ans de mandat, alors que la guerre contre l'Ukraine fait rage, que l'opposition est muselée, ceci 12 jours après les obsèques d'Alexeï Navalny, ennemi public numéro 1 de l'homme fort du Kremlin, décédé le 16 février en détention dans une colonie pénitentiaire du régime. Ce sera jusque 13h, heure à laquelle nous prendrons l'ascenseur pour rejoindre les sommets que tutoie le Bitcoin, la crypto-monnaie, dont le cours s'affole et bat tous les records. Et en fin de stream, et restez avec nous parce que lui aussi a des choses à nous dire, on reçoit un écrivain aux 20 millions de lecteurs, il viendra nous présenter Animal sauvage, son dernier roman. Ce sera à 13h40 et Joël Dicker est l'invité exceptionnel du stream. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 20h à Brisbane, à peu près 13h à Moscou, il est à peu près 7h à Rio, il est à peu près 10h en temps universel et il est exactement 12h03 passé de 28 secondes à Paris. Il est l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue aux copains et aux copines qui nous rejoignent. Salut Chachachkei, ton pseudo est imprononçable. Posez vos questions, on les relaie toutes. En tout cas, on essaye. Poussez vos coups de gueule, c'est promis, on les relaie aussi. J'ai un rhume, je vais parler du nez pendant ces 2 heures et je vais tousser, crachoter et me moucher souvent. Et pardonnez-moi d'avance. Nous sautons dans un express pour Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, où Vladimir Poutine, l'homme fort du Kremlin, devrait être réélu sans trop de surprise lors de l'élection présidentielle qui se tiendra de vendredi à dimanche. Et alors que ce matin, on apprenait que Leonid Volkov, opposant russe en exil et ex-bras droit d'Alexeï Navalny, a été violemment agressé mardi soir devant son domicile à Vilnius en Lituanie où il avait trouvé refuge. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Nicolas, vous êtes bienvenu déjà. Merci, toujours un plaisir d'être avec vous. Un plaisir renouvelé. Nicolas, vous êtes enseignant à Sciences Po, vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, vous êtes par ailleurs auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique que vous avez ramené. Voilà. Et je pense que Jérém va afficher le lien, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. À vos côtés, bonjour madame, Sylvie Bernan, vous êtes ancienne ambassadeur de France en Russie, c'était de 2017 à 2019. Madame l'ambassadeur, vous avez aussi écrit Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, paru en 2022 chez Talandier. J'ai tout bon ? Et vous avez un micro, pardon, je vous ai pas expliqué le micro. Il est coincé dans le fauteuil. Il est coincé dans votre siège. Ah mais d'habitude j'explique toujours le micro à mes invités. Non, je me demandais. Bon, il faut bien lui parler, il faut lui parler bien devant. Voilà. Donc vous avez tout bon. Bienvenue madame. La seule inconnue, ce sera probablement le score que fera le président sortant, Vladimir Poutine. On envisage difficilement qu'il soit inférieur aux 76,69% qu'il avait réuni en 2018 lors de sa dernière élection. À quoi elle sert cette élection ? Qui veut ? Madame. Poutine a toujours été assez légaliste et il a fait des études de droit, donc il faut qu'il y ait quand même cette fiction. D'ailleurs, Staline aussi, qui avait, même si je ne fais pas de comparaison entre les deux, Staline aussi avait la constitution probablement la plus démocratique au monde. J'étais en Russie en 2018, donc en mars 2018, au moment des dernières élections, et tout le monde parlait non pas du résultat de 2018, mais de ce qui allait se passer en 2024, puisque normalement, il ne devait pas se représenter. Et il a trouvé finalement une astuce pour se représenter. C'est la cosmonaute très connue, Tereshkova, qui a demandé à ce qu'il puisse bénéficier d'un nouveau mandat. Donc il y a eu une réforme de la Constitution en 2020, avec un référendum qui a été en fait une parodie, mais qui lui permet de rester au pouvoir pendant encore 6 ans, et pendant encore 12 ans, pardon, il peut avoir 2 mandats consécutifs et de se donner le temps. Mais il est très clair que avec sa réélection, il sera conforté. Il sera conforté en Russie, il sera conforté même à l'international, et donc c'est cela qu'il attend effectivement. Quant au résultat que vous avez évoqué, le taux de participation, il sera annoncé, donc peu importe qui finalement se présentera. Et quant au résultat, oui, c'était 76,6% dans des conditions quasi normale, parce qu'il y avait une surveillance de l'OSCE. Je dis quasi parce qu'évidemment, il n'y avait pas de candidat alternatif qui pouvait constituer un danger, puisque Navalny avait été déjà mis à l'écart en prison.
Nicolas Tenzer? Oui, mais c'est vrai que ce ne sont pas des élections. Rien ne ressemble à des élections. Il n'y a pas de liste. Il y a de plus quand même aussi des fraudes assez massives dans tous les scrutins en Russie depuis toujours, parce que de toute manière, on ne veut prendre aucun risque de quelque manière que ce soit. Il faut aussi que cela apparaisse comme un plébiscite. Alors il y aura toujours quelques candidats fantoches du système pour la forme, mais tout ceci n'a strictement aucun sens. Je pense d'ailleurs que serait bon qu'il n'y ait aucune forme de reconnaissance officielle de la part d'ailleurs des démocraties de l'élection de Poutine, que tout le monde dise assez clairement. D'ailleurs, Gabriel Attal y a fait allusion hier dans son discours à l'Assemblée nationale. Il dit oui, élection, il a levé les yeux au ciel en disant il y a beaucoup de guillemets, il avait évidemment totalement raison. La réalité, c'est qu'on a un pouvoir russe qui devient effectivement totalitaire, vraiment totalitaire. C'est pas uniquement une dictature, un régime autoritaire. Je pense qu'on peut aujourd'hui appeler cela ainsi. C'est déjà ce que disait Masha Gessen dans un de ses très, très bons livres qui s'appelait The Future is History, How Totalitarianism Reclaims Russia. Hein. Et c'était un livre qui est pas, je donne le titre en anglais parce qu'il n'est pas traduit en français malheureusement, mais voilà, et elle montrait, je dirais, avec une série d'histoires singulières, comment effectivement vous aviez ce pouvoir qui s'immisçait véritablement dans la vie privée des gens. On voit effectivement cette répression. On a vu l'assassinat de Navalny, parce qu'il faut l'appeler pour appeler les choses par leur nom. Mais derrière, on voit une chasse aussi à l'ensemble des dissidents, tous ceux d'ailleurs qui ont très courageusement assisté aux obsèques de Navalny, notamment à Moscou. Eh bien, ils sont également pourchassés parce que vous avez des caméras de surveillance, et donc ces gens vont être inquiétés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester longtemps en prison, non, mais après, ils vont rencontrer une série de problèmes. Si par exemple, pour leurs filles, petites filles, vont demander un accès à une crèche, si deux enfants plus âgés vont devoir s'inscrire à l'école ou à l'université, où il y a la personne en question, ou sa femme ou son mari, ou qui va perdre son travail. Enfin, donc on a tous ces petits harcèlements de la vie quotidienne qui sont réguliers, et on sait aussi évidemment que dès que vous avez quelqu'un qui a manifesté son opposition à la guerre de Poutine, guerre d'extermination, soyons clairs, en Ukraine, eh bien là aussi, vous avez arrestation, même quand vous avez des enfants. Hein, c'est l'histoire, vous l'avez certainement en tête, enfin, les uns et les autres ici, cette jeune fille qui avait dessiné un dessin contre la guerre en Ukraine, qui elle a été retirée de ses parents, les parents punis, elle-même placée en maison de redressement, etc. Voilà, vous avez évidemment tous ces enfants ukrainiens aussi déportés en Russie, auxquels on essaye d'inculquer l'amour de leur patrie qui n'est pas leur patrie, c'est-à-dire de la Russie, les enfants militarisés, des écoles qui apprennent le maniement d'armes, qui ont dit vraiment le plus bel avenir que vous puissiez avoir, c'est de mourir, pour évidemment défendre soi-disant la sainte patrie. Donc c'est ça la réalité de cette société. Une société, je terminerai là-dessus, qui est peut-être marquée sur le signe de l'absence de futur. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est dramatique, avec Poutine qui sera réélu pour 6 ans, qui sera peut-être encore en place en 2036. Ça dépend de je ne sais beaucoup de choses, hein, puisqu'il peut rester, Sylvie l'a rappelé tout à l'heure, jusqu'en 2036. Eh bien, quel est le futur que l'on promet à ces Russes? C'est ça qui est dramatique. C'est qu'il n'y a pas d'espoir, aucun espoir. L'espoir est barré, mais depuis très longtemps, parce que les gens fuient. Moi, j'ai enseigné là-bas entre 2006 et 2008. Je veux dire, tous les professeurs, les enseignants que je connaissais à l'époque sont partis déjà en 2008-2009. Les autres sont partis maintenant, enfin toutes les élites. C'est ça aussi qui est dramatique dans ce pays. Sylvie Berman, vous étiez la voix de la France à Moscou, donc notamment en 2017. Vous souscrivez aux propos de Nicolas Tenzer, c'est quelque chose que vous voyez, vous aussi? Oui, mais c'est un régime qui s'est radicalisé en réalité, parce que en 2018, la logique était un petit peu différente. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'y On était avait presque rendu le sentiment que ça 3 allait fois. beaucoup mieux, enfin, Oui, qu'il y avait un réchauffement en tout cas. oui, tout à fait. Mais même avec les Américains, en réalité, bon, c'est vrai que c'était la période Trump et que Trump était assez fasciné par Poutine. C'est son administration qui a veillé à ce que les relations ne soient pas trop proches, en particulier après la rencontre d'Helsinki où Donald Trump avait en fait donné raison à Vladimir Poutine contre ses propres services de sécurité. J'ai assisté aussi à la rencontre de Brégançon quand Emmanuel Macron a obtenu
venue de Poutine qu'il y ait une rencontre en format Normandie, donc sur l'Ukraine, France, Allemagne, Ukraine, Russie, et c'est la première fois que Vladimir Poutine avait accepté de rencontrer Zelensky, qu'il ne prenait pas au téléphone jusqu'à présent et qu'il avait refusé de voir. Il y avait eu quelques avancées, puis ensuite, il y a eu le Covid et la réunion de Berlin ne s'est jamais tenue. Mais l'époque était effectivement moins agressive, moins négative qu'elle n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ouverture. Et quand Nicolas parlait d'absence d'espoir, c'est la formule qui a été employée par Dimitri Muratov, donc prix Nobel de la paix et directeur de Novaya Gazeta, qui était un journal d'opposition qui a été fermé. Le jour de déclenchement de la guerre, il a dit « l'avenir est mort ». Est-ce que l'avenir est mort, de votre point de vue ? Oui, moi je pense que... Alors, dans ma question, qui est peut-être un peu rhétorique, hein, est-ce que tout ceci est allé trop loin pour qu'on puisse espérer que quelque chose... pour qu'on revienne au temps d'avant, finalement ? Est-ce qu'on peut réchauffer les relations avec la Russie ? Est-ce que la Russie peut se raccommoder avec l'Occident ? Alors, il y a plusieurs points. Alors là, ma question, c'est donc après la fin d'une guerre qui peut-être ne finira pas. Alors, il y a plusieurs points. J'ai peut-être une petite différence, effectivement, avec Sylvie sur l'appréciation. Moi, je pense qu'effectivement, pour l'avoir écrit déjà à la fin des années 2000, encore plus, évidemment, après 2014, moi, j'ai toujours dit... personnellement, et j'essaye de montrer d'ailleurs même dans ce livre, Notre guerre, quelles sont à mon avis les fautes qui ont été commises dans l'interprétation du régime. Pour moi, c'était déjà effectivement un régime qui était infréquentable, c'était déjà un régime qui avait tué des centaines de milliers de personnes, en Tchétchénie, en Géorgie un peu moins, mais quand même, en Ukraine quand même depuis 2014, en Syrie surtout depuis 2015, sans parler d'autres pays évidemment sur lesquels il mettait sa main. Donc je pensais... avait écrit un article en 2016, que de toute manière, il n'y avait pas de négociation possible avec ce régime. Et j'avais été alerté justement dans ces années 2006-2008 où je disais que j'enseignais. Et moi, les Russes que je voyais, qui sont restés des amis, ceux qui sont partis en exil, que je revois d'ailleurs régulièrement, qui sont restés des amis très proches, très, très fidèles, déjà à ce moment-là, m'avaient dit, mais tu sais... il n'y aura plus d'espoir chez nous. Et déjà à ce moment-là. Donc j'avais cette conscience très ancienne. Et je veux dire, je dois d'ailleurs à ces amis russes de m'avoir appris. C'est des gens qui étaient proches de Mémorial, qui déjà souffraient des persécutions dans ces années-là. C'est pour ça. Et qui m'ont dit, mais tu sais, tu n'auras aucun espoir tant qu'il y aura effectivement ce régime. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un espoir un jour ? Avec un régime comme celui de Poutine, non. Je pense que c'est pour ça, je le dis très clairement, et je suis très heureux que l'autre jour, Emmanuel Macron ait tenu ses propos. Je pense que la Russie doit être défaite. Quand j'écoute ce que disent aussi un certain nombre de mes amis dissidents russes, y compris l'épouse de celui qui reste, à mon avis, le plus grand, et qui est un ami très proche aussi, Vladimir Karamurza, ce que dit aussi Evgenia Karamurza, après ce que disait Vladimir, c'est la seule chance qu'un jour il y ait un avenir en Russie, c'est que la Russie soit totalement défaite en Ukraine, et au-delà. Et que le régime Poutine, mais aussi tous ceux qui sont autour de lui, parce que si c'est pour avoir Poutine être remplacé par un équivalent, ça n'a évidemment aucun sens. La seule rédemption, d'une certaine manière, et la seule ouverture du futur possible, c'est effectivement une défaite totale de la Russie par les armes sur le plan militaire. Et à partir de là, le maintien de sanctions, tant que les criminels n'ont pas été jugés, tant que les dommages de guerre n'ont pas été payés, tant que les enfants ukrainiens ne sont pas revenus dans leur patrie, je pense qu'il faut garder effectivement ces pressions et espérer qu'un jour on assiste à ce processus qui passera aussi par la conscience de la plupart des Russes, comme pour l'Allemagne nazie après 1945. Des crimes abominables, imprescriptibles, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression, qui ont été commis par ce régime en leur nom. Et qu'il y ait, au-delà de la culpabilité individuelle, qui sera judiciaire pour les donneurs d'ordre et pour les exécutants de ces crimes, qu'il y ait sur le plan moral ou philosophique une forme de conscience d'une culpabilité collective, pour reprendre les termes du philosophe Karl Jaspers. Et à partir de là, effectivement, on peut imaginer ce processus. Alors, ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais personnellement, je me refuse, parce que je ne crois pas qu'il y ait une sorte d'ADN d'un régime ou d'un pays, qu'il n'y a pas, je pense, d'âme des peuples.
je me refuse à considérer que la Russie soit condamnée à la servitude à jamais. Et je pense que c'est aussi pour rendre hommage à tous ceux qui combattent, qui luttent, qui sont emprisonnés ou qui sont en exil. Il ne faut pas, je dirais, dire mais il n'y aura pas de futur à jamais. Non. Je pense qu'un peuple n'est pas condamné, quel qu'il soit, n'est pas condamné à la barbarie, à la sauvagerie et à l'emprisonnement dans une prison totalitaire. Sylvie Bermann, vous souscrivez à ce que vient de dire Nicolas Tenzer. La diplomate que vous êtes peut-être aspire peut-être à d'autres modalités de résolution du conflit. C'est-à-dire que ce que dit Nicolas Tenzer est vrai sur le plan de la justice, de la morale, du droit. Mais la réalité, c'est pas toujours comme ça. La réalité, c'est aussi sur le champ de bataille. Et je vois mal comment la Russie peut être défaite totalement et comment, en fait, même si on continue à fournir des armes, même si on accroît la fourniture d'armes, ce qu'on doit faire pour que la Russie soit en mesure de défendre sa souveraineté. Et puis, comme le dit l'OTAN, et même l'a évoqué le Premier ministre, elle soit en position de force à l'occasion de négociations dont, évidemment, on ne peut pas connaître ni la date, ni les modalités à ce stade, parce que des négociations aujourd'hui, comme l'y appelle le pape, seraient évidemment à l'avantage de la Russie. Mais il n'y a pas en Russie d'opposition qui soit en mesure véritablement de se rebeller. C'était la question que je voulais vous poser après. Qu'est-ce qu'il nous reste dans l'opposition en Russie? Il ne reste plus grand-chose. Il y a Karamurza qui a effectivement été évoqué, Yachine, mais en réalité... Ils sont très minoritaires, ils sont soutenus par de jeunes urbains et c'est vrai que la présence d'un grand nombre de personnes lors des funérailles de Navalny était quelque chose qui peut remonter le moral. Mais en réalité, moi, des Russes et des libéraux m'ont dit il ne faut pas attendre de réaction de la rue parce qu'en réalité, à chaque fois, on s'est manifesté, on s'est rebellé. Ils pensaient aussi bien à 17 qu'au soutien à Yeltsin. Et ben, ça a été pire pour nous. Et donc, je crois qu'il y a à la fois cette espèce de fatalisme, de résignation. Et beaucoup, d'après des amis qui sont en Russie, se disent tout ça va bien se terminer un jour. Et voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quelles que soient effectivement les critiques qu'on puisse porter contre le régime avant la guerre, ce n'était pas insupportable pour les Russes. Finalement, ils y trouvaient leur compte, sauf ceux qui voulaient avoir une activité politique comme effectivement Navalny. Mais les autres, en réalité, vivaient plutôt bien, étaient critiques. Et il n'y avait pas de vraie censure. C'est-à-dire que certains journaux, puisque les journaux avaient été repris en main par les oligarques à la demande de Vladimir Poutine, mais en même temps, il y avait quelques publications. Il y avait l'Écho de Moscou, il y avait la télévision Dost, donc Novaya Gazeta que j'ai mentionné, et surtout ils avaient accès à tout sur les réseaux sociaux, y compris les articles les plus critiques sur Vladimir Poutine. Donc là il y a eu quand même, comme je disais, radicalisation et un changement considérable. Donc je pense que beaucoup attendent la fin, mais ça ne veut pas dire qu'ils feront quelque chose pour que la fin soit accélérée. Encore une fois, moi je ne me place pas du point de ce qui est sur le plan de ce qui est désirable, mais de ce qui existe actuellement et qui est envisageable. Nicolas Tenzer. Alors moi, il y a un point avec lequel je suis vraiment entièrement d'accord avec Sylvie, c'est sur le fait que attendre une révolution qui proviendrait de la rue est une illusion totale. Il n'y aura pas de changement de régime qui viendra d'une sorte d'insurrection, de révolution. C'est vrai que je rends hommage à tous ceux qui ont eu le courage de manifester contre la guerre, de tous ceux qui sont allés aux funérailles de Navalny, qui ont aussi protesté dans d'autres villes que Moscou, mais enfin de manière limitée. Ça reste une proportion très infime, et là on est vraiment entièrement d'accord, très infime du pays. C'est-à-dire que la grande majorité fait le dos rond avec... effectivement, je reprends vraiment bien ces termes à mon compte, une forme d'apathie, de résignation et de fatalisme. Ça, c'est, je pense, la réalité, parce qu'après avoir vécu, je ne parle pas de l'époque tsariste qui est beaucoup trop loin dans la mémoire historique, mais avoir vécu 98 années
d'oppression dictatoriale et à certaines périodes totalitaires. Quand je dis 98 années, c'est les années 1917, 1990 ou 91, et à partir de 2000, soyons clairs sur la périodisation, avec le petit moment Eltsine, qui a été très dur sur le plan économique, social pour énormément de Russes, d'où d'ailleurs le fait que Poutine en ait tiré parti. Et on pourrait revenir d'ailleurs sur nos propres fautes à ce moment-là, de ne pas avoir compris ce qui se passait dans ce régime et d'avoir aidé les très riches et d'avoir finalement laissé tomber les plus pauvres, ce qui a été, à mon avis, sur le plan de l'aide, de l'assistance, une erreur occidentale importante. Mais après ces années-là, on a effectivement le sentiment que ça ne viendra pas du peuple et qu'il faudra trouver, je dirais, une manière de restructurer l'opposition. Alors l'opposition est dans une position extrêmement difficile, parce que celui qui était malgré tout le plus connu, le plus populaire, c'était Navalny, qui avait d'ailleurs lui-même changé, qui avait d'ailleurs changé une partie de ses positions. Regardez par exemple le fait que le fameux documentaire sur le château de Poutine, le palais de Poutine, a été vu quand même de mémoire plus de 50 millions de fois. C'est assez extraordinaire en Russie. Je ne parle pas des vues extérieures. Il faut vous expliquer à ceux qui nous rejoignent un petit peu ce qu'était, donc c'est sa grande datcha. Oui, c'est effectivement cette grande datcha dont la valeur, super protégée, plus d'un milliard apparemment, je crois, de mémoire, plus d'un milliard d'euros. Quelque chose dont je ne voudrais à titre personnel pour rien au monde, parce que c'était une sorte de mauvais goût tapageur avec je ne sais pas combien de pièces, etc. Bon, il y a eu beaucoup d'autres investigations qui ont été lancées parce que tout ça avec des prête-noms, bien sûr, et des cascades de sociétés pour dissimuler le véritable bénéficiaire. Mais on pourrait parler de ces yachts, de ces maisons un peu partout. Enfin, il y a bien une richesse complètement invraisemblable. Certains l'estiment même. Alors moi, je suis incapable de vérifier, mais je dirais un montant nettement supérieur en termes de fortune à celle de Bernard Arnault ou d'Elon Musk. Qui sont, je crois, les deux premiers, ou de Madame Meyers-Bettencourt, aussi, qui est une des grandes fortunes mondiales. Bon, c'est beaucoup plus. Et donc, tout ceci montrait la corruption, mais entraînant aussi un sentiment de on ne peut rien faire. Mais vous avez comme vous aviez Navalny, qui avait réussi à structurer quand même l'opposition à l'intérieur de la Russie. Vous avez effectivement les quelques autres dissidents, mais qui sont connus à l'étranger. Puis vous avez beaucoup de gens qui sont en exil, parce que, j'allais dire, heureusement pour eux. Je me rappelle, moi, pour Vladimir Kara-Murza, moi, j'avais essayé, comme tous ses amis, de en dissuader. Je lui ai dit, mais il ne faut pas que tu retournes à Moscou, c'est pas possible. Bon, mais il tenait à être près du peuple. Il disait, moi-même, je suis un homme politique, je ne peux pas être éloigné. Donc ça mettra beaucoup de temps que cette opposition, elle-même divisée d'ailleurs, puisse se structurer, mais ça ne viendra que de la part de notre pression à nous. Alors donc là-dessus, je suis vraiment très très d'accord avec ce qu'évoquait donc Sylvie Berman. Un point effectivement peut-être de désaccord, c'est plus sur le fait que je pense que nous pouvons militairement, si nous le voulons, si nous y mettons les moyens, si nous n'avons de notre côté aucune retenue, nous pouvons parfaitement défaire militairement la Russie en Ukraine. Ça, c'est une certitude. Après, ça supposera probablement un engagement probablement un peu plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il faudra envoyer des troupes combattre à côté des Ukrainiens, mais il faudra sans doute avoir une action probablement un peu plus directe, malgré tout, sans mobiliser des centaines de milliers. Je suis très content d'ailleurs qu'Emmanuel Macron... je dirais, repris quelque chose que je disais depuis maintenant un peu plus d'un an, et qui était effectivement, nous devons monter, je dirais, d'un cran, nous devons déverrouiller, nous ne devons plus avoir de tabou sur la manière dont nous choisissons militairement de défaire la Russie. Donc là, je pense que c'est possible. Et voyons après les conséquences de cela. Mais si effectivement, la Russie arrive d'une manière ou d'une autre à se rétablir, qu'il y a une sorte de semi-paix, de semi-victoire, même dans une situation où l'Ukraine est dans une position plus favorable mais n'a pas reconquis tous ses territoires, alors même que tous les dirigeants ont dit l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce n'est pas négociable. Eh bien, je pense que dans ce cas-là, ça va être extrêmement compliqué d'avoir un avenir pour les Russes, tout simplement. Dans le chat, on a Chaîne Zéro qui nous dit c'est compliqué la diplomatie. Oui, c'est compliqué la diplomatie. C'est compliqué la diplomatie, Madame l'ambassadeur. Oui, très certainement. On a Chashkashi, je prononce très mal ton pseudo, Chashkashi. Je suis désolé, mais je vais t'appeler comme ça. Qui pose deux questions. Qui nous demande c'est quoi la doctrine poutiniste. J'ai tenté que Vladimir Poutine est une doctrine linéaire. Et qui demande aussi, à part Medvedev, qui pourrait être l'héritier politique de Poutine en Russie? Une question peut-être pour vous, Sylvie Berman.
Oui, je ne sais pas s'il y a une doctrine Poutine, même si une de ses éminences grises, Surkov, a parlé du poutinisme et de l'avenir du poutinisme. Alors, Surkov, il est connu grâce au mage du Kremlin, puisque c'est le héros de ce livre. Mais l'obsession de Poutine, indépendamment de la richesse, mais son obsession, c'est le rang de la Russie dans le monde. Et donc que la Russie soit reconnue comme une grande puissance à part égale avec les États-Unis. Or, ce n'est bien évidemment plus le cas depuis la chute de l'Union soviétique. C'est pour ça qu'il le ressent de manière aussi forte. Il faut rappeler que la Russie a son Et PIB qui est coincé, je crois, entre celui de de l'Espagne l'Espagne et de l'Italie. de l'Italie, oui. Plus une puissance Et économique. ce n'est Enfin, ça Enfin, si, ça l'est. n'a jamais Ça- été une puissance économique, hein. C'était une puissance militaire et qui avait à l'époque justement une idéologie. Donc il y avait une compétition sur ce plan-là avec les États-Unis. Mais c'était un petit peu un pays qui était en échec sur le plan économique, alors qu'il avait de nombreux atouts en dehors des matières premières. Il y avait une population qui était très très éduquée, avec les plus grands ingénieurs, les plus grands mathématiciens. Mais comme les réformes économiques n'ont jamais été faites et que la priorité a été donnée effectivement à la force militaire. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine disait, bon, peu importe qu'on soit aimé pourvu qu'on soit craint. Et donc, cette logique a fait que Vladimir Poutine a voulu reconstituer la puissance, alors qui était celle de la Russie tsariste, plus que celle de l'Union soviétique. Mais ça passait effectivement par l'Ukraine, parce que l'Ukraine a été ressentie comme une véritable amputation, puisque c'était un pays, un pays slave, et c'est Brzezinski qui avait dit sans l'Ukraine, la Russie ne pourra jamais être un empire. Et donc, il n'a jamais, au fond de lui, comme beaucoup d'Homo soviéticus, ce qu'il est, reconnu cela. Donc pendant 30 ans, bon, les relations se sont passées plus ou moins bien entre les deux pays, mais là, cette phase Covid, le retrait des Américains d'Afghanistan, le refus de s'engager dans le monde, a fait que Poutine a cru pouvoir s'engager dans cette aventure. Medvedev, pour répondre à la deuxième question, est aujourd'hui dans l'outrance absolue. C'était un homme qui était considéré comme un modéré. C'était plutôt mesuré, Medvedev, il y a quelques années. Absolument. Presque sympathique, si je puis dire. Oui, oui, tout à fait. Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre, l'avait reçu au Havre. J'étais présente. Les relations étaient extrêmement cordiales. Il était prêt à s'engager pour des initiatives franco-russes. C'est un homme qui était mesuré, cultivé, et qui avait des intérêts plutôt pro-occidentaux, et puis qui, du jour au lendemain, a décidé qu'on n'avait plus besoin de relations avec l'Occident, qu'on devrait même fermer les ambassades, qu'on pouvait faire disparaître ces pays. Enfin, dans l'outrance absolue, on se souvient de ce que disait Talleyrand, c'est que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et en réalité, Medvedev était considéré comme un faible en Russie par la population et par Poutine, et je pense que c'est pour ça qu'il en rajoute. Il n'y a pas de successeur évident, d'autant plus que comme Poutine se donne le temps, ça lui évite d'avoir un concurrent qui se manifeste. Quelques noms avaient été évoqués, mais je pense que il y avait même le nom de Shoigu, le ministre de la Défense, compte tenu de leur proximité. Il y a le nom de Sobyanin, qui est le maire de Moscou, d'ailleurs, qui est assez en retrait dans la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il s'y oppose, mais enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui s'est véritablement manifesté. On a cité le nom de Patrouchev ou de son fils. Patrouchev ayant à peu près le même âge que Poutine, et peut-être même un peu plus âgé. Ça a été son prédécesseur comme patron du FSB. C'est un homme qui à l'oreille de Poutine et qui est plutôt un dur. Et alors, je me souviens d'avoir rencontré Nikita Mikhailkov, qui était un excellent cinéaste, mais qui est devenu un propagandiste de Poutine, qui a dit, mais de toute façon, la Russie a besoin d'un homme fort, un homme qui s'est confronté avec la nature. Et beaucoup des libéraux disaient,
De toute façon, ça peut même être pire que Poutine ensuite. Donc, en tout cas, dans la population russe, il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Quand Poutine arrive au pouvoir, pourtant, on a l'impression que c'est l'homme du rapprochement avec l'Occident. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je pense que tout n'était pas joué à ce moment-là. C'était l'homme Certes, de c'est la un page, homme de la page qu'on tourne un peu. C'était un homme du KGB. De toute façon, il n'a pas une éducation démocrate. Il a été choqué par la chute de l'Union soviétique, mais le tournant n'était pas pris à ce moment-là. Et c'est en 2007 qu'il a manifesté. C'était la conférence de Munich. Tout son ressentiment vis-à-vis de l'Occident, parce que c'est quelque chose qui l'anime profondément. Il a le sentiment que l'Occident l'a trompé, que l'Occident a méprisé la Russie, et ce sentiment d'humiliation. Il y a un livre récemment d'Étienne Le Gall sur le thème de l'humiliation dans les relations internationales, et ça, c'est une réalité. On peut dire on l'a pas humilié, on n'a pas cherché à l'humilier, mais vous ne pouvez pas empêcher ce sentiment d'humiliation, et qui joue encore une fois dans les relations internationales. Et là, je suis peut-être un peu longue, mais la raison Vous avez tout le temps que vous des souhaitez. indépendances des différentes républiques au moment de la chute de l'Union soviétique, c'était le ressentiment de Yeltsin vis-à-vis de Gorbatchev, qu'il avait humilié à un moment, et il voulait se débarrasser le plus rapidement possible de Gorbatchev et donc de l'Union soviétique. Il avait dit à toutes ces républiques: prenez le plus d'indépendance que vous voulez. Et Gratchev, qui a été le dernier porte-parole de Gorbatchev, dit que Kravchuk, donc président ukrainien, avait dit à Yeltsin: et qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine? Et Kravchuk et Yeltsin aurait répondu: bon, gardez-la. Et donc, il y a eu une précipitation dans finalement l'explosion de l'URSS et les indépendances. Et c'était très lié, en fait, à ce moment-là, à cette vengeance de Yeltsin par rapport à ce sentiment d'humiliation. Si on revient aux élections, donc là, qui ont lieu ce week-end, les autorités ont plusieurs outils pour contrôler les résultats. Donc c'est au moins ce que disent les opposants, et on est quand même très tenté de les croire. On peut truquer les votes qui sont en ligne, les votes à distance, on peut bourrer les urnes, on peut falsifier les PV après le dépouillement, on peut aussi faire pression. Ça n'est que ça, ces élections, de la peur et de la pression. Vladimir Poutine est quelqu'un qui est quand même aimé en Russie, non ? Alors, vous avez le droit de me dire non. je ne sais pas s'il est aimé, ou s'il est craint, ou s'il est détesté. C'est très difficile à savoir, parce que, encore une fois, même les sondages, même par l'Institut Levada, hein, qui est d'ailleurs considéré par le régime comme un agent de l'étranger, qui prévente des études d'opinion un peu près sérieuses, malgré tout, constitue une marge d'erreur assez considérable, parce que quand vous allez demander à quelqu'un lors d'un sondage en face à face dans la rue ou au téléphone, qu'est-ce que vous pensez de Poutine, la personne ne sera plutôt incitée à se méfier. Si vous demandez ici en France, qu'est-ce que vous pensez de Macron ou ce que vous pensez de Biden dans un sondage américain, les gens n'auront pas exactement la même réticence pour répondre. Donc ça, je pense qu'il y a... C'est très difficile à voir. Je ne pense pas qu'il y ait d'amour, quand même, malgré tout. Mais effectivement, toujours ce sentiment de fatalisme. De toute manière, il faut faire avec, parce qu'on n'a pas le choix. Si vous me permettez, je voudrais juste rebondir une petite seconde, puisque vous parlez de Poutine, sur un élément, effectivement, qu'évoquait Sylvie tout à l'heure, sur la question de l'idéologie. Alors, c'est un truc que je développe, je ne vais pas redévelopper ce que je développe dans ce petit livre, Notre guerre. Effectivement, j'ai tout un chapitre sur l'idéologie, effectivement, de Poutine. Alors, d'abord, ce n'est pas parce que Poutine n'a pas écrit de manifeste du Parti communiste, de petits livres rouges, de petits livres verts ou de Mein Kampf, qu'il n'y a pas d'idéologie. En fait, même les criminels ont besoin d'idéologie pour commettre leurs forfaits. Je pense que ça peut être utile parfois. Vous avez une série de composants d'idéologie. C'est une sorte de syncrétisme idéologique. Alors j'en remontre effectivement un certain nombre de linéaments que je ne vais pas du tout détailler maintenant, mais vous avez des composantes qui sont liées, bien sûr, à l'eurasianisme, dont Dugin a été le théoricien. Alors, Poutine a pris un peu ses distances avec lui. C'est pas non plus l'idéologue officiel du Kremlin, mais il s'en est inspiré.
C'est lui qui avait forgé la fameuse expression, vous savez, l'Europe de Lisbonne à Vladivostok, qui a été reprise très malencontreusement, et sans qu'il le sache, par Emmanuel Macron, qui était d'ailleurs l'objet d'un titre d'un article de Poutine paru en 2010 dans la Süddeutsche Zeitung. Voilà, donc il y a cette idée-là. Vous avez effectivement un ultra-orthodoxisme, vous avez les valeurs familiales, soi-disant, familiales, dans un pays d'ailleurs où les violences conjugales sont dépénalisées, et où d'ailleurs la GPA payante, donc la gestation pour autrui, est d'ailleurs tout à fait autorisée aussi. Enfin, donc ça c'est un paradoxe incroyable, mais ça attire toute une clientèle de l'extrême droite en Europe, hein, aux États-Unis. C'est une manière assez habile de les attirer. Vous avez quand même une composante, alors peut-être pas chez Poutine lui-même, mais dans ses références à un certain nombre de personnes qui sont des antisémites notoires. Vous savez, par exemple, il a refait venir les cendres à Moscou d'Ivan Ilin, qui était un théoricien néo-nazi russe, mais dur, hein, profondément dur, et qui est dans la référence permanente, effectivement, dans les textes de Vladimir Poutine. De même, on revoit cet antisémitisme si celui qu'on appelle le confesseur de Poutine, qui est un évêque orthodoxe, Tikhon, par exemple, qui disait, effectivement, ce sont les Juifs qui ont massacré le Christ, enfin, reprenant tous les vieux topoi antisémites classiques, et qui est maintenant l'archevêque en Crimée, occupée donc par les Russes et les régions adjacentes. Vous avez ça, vous avez effectivement quelque chose comme le culte de la mort, que l'on voit d'ailleurs avec toute la littérature fantastique aussi de Russes, qui est très populaire en Russie, une littérature de basse qualité, sur laquelle Dina Kapaeva a écrit des choses assez remarquables, mais qui inspire, qu'on retrouve chez les grands amis de Poutine, vous savez, les bikers, donc les motocyclistes, les loups de la nuit, voilà, et qu'on retrouve. Vous avez alors tout ceci est assez confus, c'est assez indigeste, il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait mentionner, mais qui fait une sorte de symbiose idéologique. Et je pense que c'est assez intéressant de voir comment tout ceci existe dans un pays qui a perdu tout repère, évidemment, avec la vérité. C'est-à-dire que la Russie, c'est pas l'univers du mensonge, c'est l'univers dans lequel il n'y a plus de distance entre la vérité et le mensonge, où tout se brouille. C'est une sorte d'univers du cauchemar, en quelque sorte. Nicolas Tetzer, j'ai l'impression que Sylvie Berman n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Oh, sur l'idéologie. Je vous ai vu hausser les yeux. Non, l'idéologie de Poutine, je sais qu'on lui a prêté beaucoup de choses. Effectivement, les références, à Ilyin, Douguin, etc. Je ne crois pas qu'il croit à grand-chose en réalité. Alors, il utilise l'orthodoxie de manière évidente dans un pays qui d'ailleurs est assez peu croyant. Il y avait eu un sondage, l'Evada, je crois que ça correspond à 7% de la population. Cela étant, comme c'est un